Il est des terres qui ne se contentent pas d'être habitées, elles habitent ceux qui les aiment. Le pays grand combien niché au creux des Cévennes est de celle-là. Marc Laforêt est de ceux qui ne tournent pas le dos à leur terre. Il écoute, la célèbre, la défend. À travers ses engagements, ses récits, ses silences aussi, il tisse un lien entre les mémoires d'hier et les espérances de demain. Dans ce reportage, nous partons à la rencontre d'un homme enraciné, dont la parole éclaire les chemins du pays grand combien. Marc, merci de nous accueillir dans votre Grand Combe. Peut-on dire que vous êtes un passeur de mémoire? Alors d'abord, merci de m'inviter pour votre reportage. Est-ce que je suis un passeur de mémoire? J'essaye de l'être. C'est pas simple, mais oui, je pense que je suis un petit passeur de mémoire. Ça fait plusieurs années maintenant, presque 2 décennies, que j'essaie d'accumuler archives, photos, films. Mais oui, je pense que je suis un petit passeur de mémoire. Mon père avait acheté un caméscope dans une grande surface, et donc il filmait un peu partout. Et un jour, je lui ai dit, quand je suis arrivé à la maison du mineur, il y a presque 20 ans tout à l'heure, euh, il y avait des anciens qui me parlaient de leur métier, des anecdotes, des trucs. J'ai dit, il faut le garder ça. Donc j'avais mis ma caméra devant eux et je commençais à regarder tout ça. Et ça devenait de plus en plus intéressant puisqu'ils se livraient à moi, quoi. Ils racontaient des anecdotes, des choses que peut-être ils n'ont jamais osé raconter ou qu'ils n'ont pas eu l'occasion de raconter. Donc, et j'ai construit des petits films, hein, parce que je suis autodidacte. Et c'est que ça a attiré pas mal de foules, en fait, de foules, oui, de gens qui aimaient ça, parce que dans les films avec des images, et dans ces reportages-là, ils reconnaissaient des membres de leur famille, ils reconnaissaient des endroits de la rencontre, et c'était très intéressant. Et j'ai bien fait de le faire, parce que malheureusement, on en a perdu beaucoup, beaucoup. Et quand un ancien décède, c'est une bibliothèque qui brûle. J'ai fait quelques scénettes, un peu à la Marcel Pagnol, parce que j'adore Marcel Pagnol. Je ne suis pas Marcel Pagnol, puis je ne veux pas lui ressembler. De temps en temps, j'ai fait les marchés aux puces pas mal, un peu de brocante, et j'ai toujours aimé les vieux habits, les vieilles casquettes, les vieux gilets, tout ça. Et à un moment donné, avec des collègues, notamment les amis du musée, avec des anciens d'ailleurs, je disais, je vais vous habiller, un gilet, une casquette, et on partait dans un mas, mais à la baguette, quoi, je veux dire, je ne sais même pas où j'allais. Ma ti dire che qua le specie di lesi, di la Serena, avendo faisa e a che la faisa, il y a des castagniers. Et los castagniers ont des racines bien profondes, qui rentrent dans quelle terre que nous avons vinastre. Tu esta racina, la descampada, un po' dappertutto nel mondo. Fa la vergogna di tutta la Serena. Devo te da chi te mangi una travestata baixo che ti darava tutto ta gente, ta la gas. On était mineurs de père en fils. J'aurais dû être mineur, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait, quoi. Mais dès l'âge de 14 ans, il commençait à la miner, quoi. Il commençait notamment au triage, avec les trieuses, avec les placières. Il faisait une année et à l'âge de 15 ans, hop, il descendait au fond. Auparavant, ils auraient appris un petit peu le métier, c'est-à-dire le boisage et tout ça. Ils descendaient dès l'âge de 15 ans, même avant d'ailleurs. À une certaine époque, dans les années 1860-70, ils commençaient à l'âge de 11 ans. Et donc, c'était un dur labeur. J'ai dit à mon père, mon pauvre papa, a fait 31 ans au fond du Puricard, là, à 800 mètres de profondeur, il faisait 45 degrés en permanence. J'ai dit, mais papa, tous les jours, hop, il me dit la première fois, oui, ça te fait quelque chose. Mais à bout de 30 ans, tu oublies. Mais c'est sûr que c'était très difficile. Mais il y avait une dignité. Ils étaient dignes. Ils étaient dignes. Ils étaient payés toutes les quinzaines, il faut savoir. Donc, ils nourrissaient leur famille. Hein. Ils ont pu créer leur environnement, leur maison, acheter une voiture, avoir des amis, avoir tout ça, quoi. Ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ils faisaient les 3-8. Alors, ils choisissaient les heures qu'ils voulaient, quoi. Je veux dire, par exemple, mon pauvre père a commencé de 22h à 6h le matin.
Après, il y avait le premier poste, le deuxième poste, et voilà, quoi. Ils choisissaient, c'était en permanence, en permanence. Et, certains aimaient travailler la nuit, par exemple. Ils avaient leur journée après de libre. Puis la sieste aussi un peu quand même, ils se reposaient. Mais souvent, ils avaient un autre boulot. Ils allaient un peu faire autre chose comme travail pour apporter un peu plus de pain à la maison, quoi. Puis aussi, il y avait les loisirs, la chasse, la pêche, les champignons, nos châtaignes, tout ça, quoi. Voilà, quoi. Alors, on a tout le temps parlé des mineurs, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Mais les femmes travaillaient à la place, c'était des trieuses. Elles enlevaient les pierres du charbon. Parce que quand le charbon sortait du fond, il était mélangé avec du bois et des pierres. Et elles étaient devant un tapis roulant, j'étais une vingtaine. Alors on mettait les plus jeunes devant et les anciennes au fond. Et elles enlevaient toute la journée ces pierres. Elles faisaient 100 boîtes à l'heure et elles en faisaient 800 boîtes par jour. Donc ma maman a fait 15 ans, ma grand-mère a fait pareil une trentaine d'années. Et on n'a jamais parlé vraiment de leur métier. C'était un travail très difficile. Des fois, elles montaient sur le tapis roulant, parce que la roche était mélangée, il y avait la roche et l'anthracite, charbon. Et avec une masse de 10 kilos, il fallait qu'elle sépare le gros caillou avec le charbon. Elle laissait partir le charbon et elle prenait ce gros caillou, ce rocher, et elle le vidait dans un conteneur. Et on n'en a jamais parlé. C'était un dur labeur, un très dur labeur. Il faut savoir que la silicose n'est pas provoquée par le charbon, mais il est provoqué par la roche. C'est le grès qui est au fond de la mine, qui est très silicieux. Et cette silice se colle au poumon et provoque la silicose, qui a été reconnue qu'en 1946 par le docteur Magnin, qui avait fait une thèse là-dessus. Auparavant, on disait qu'ils avaient la bronchite, qu'ils avaient pris un coup de froid. Mais ces femmes qui levé des pierres toute la journée, notamment ce grès, elles ont forcément eu la silicose et n'ont jamais été reconnues. Alors il y a eu des années difficiles où il y a même eu une grève qui s'est installée, une grève qui a été une première même en Europe. Oui, il y a eu plusieurs grèves. Il y en a eu une aussi en 1941, la grève du ventre, ce qu'on appelait la grève du pain, parce que les Allemands avaient pris les puits pour prendre le charbon, quoi, et l'amener en Allemagne. Donc déjà, il y a eu en 1941. La plus grosse, ça a été 1948. Ça a été 56 jours de grève. Ça a été, voilà, quoi. Ils sont restés longtemps. Il y avait payé, les CRS. On envahit la Rancom, il y avait même des tanks, il y avait le couvre-feu. C'était terrible, quoi. Il n'y avait plus rien à manger. C'était terrible. Ils sont restés 56 jours et quand ils sont sortis, ils ont été révoqués, licenciés. C'est-à-dire qu'ils ont perdu tous les avantages que les mineurs avaient acquis depuis longtemps. Ils se sont retrouvés même en prison, certains. 3 mois à Sainte-Anne, à Avignon, et 3 mois au Fort-Vauban. 6 mois. Et quand ils sont sortis, ils ont tout perdu. Logement, tout. Ils se sont retrouvés dans la paille. Merci Marc. Maintenant, on va aller voir sur site, sur place, pour illustrer cette histoire, ce patrimoine local autour du charbon. Et vous allez être notre guide et on vous en remercie. Merci à vous. On se retrouve ici à la maison du mineur de la Rancom, dans l'ancien lavabo du Puricard, où les mineurs prenaient leur douche quand ils avaient fini leur dur labeur. Il y avait 1800 paniers, et chaque mineur avait son panier pour poser ses affaires sales ou propres quand il allait prendre sa douche de ce côté. Chaque mineur prenait l'éponge de son collègue en face et se lavait le dos. C'était coutumier, ici comme dans tous les endroits où les mineurs prenaient leur douche. Alors le chaud venait de dessous parce qu'il y avait des chaudières qui fonctionnaient à charbon d'ailleurs, et il y avait une personne qui remplissait le charbon pour que l'eau soit bien chaude. Et on voit que certains porte-savons sont cassés. Ce n'est pas nous qui les avons cassés, ça serait été dommage. C'est-à-dire que quand un mineur sortait, il était plus de 22 heures, il venait d'être à 45 degrés dans un puits à 800 mètres, il faisait moins 10 par exemple en janvier ou février, il fallait que l'eau soit chaude. Et parfois, il n'y avait pas assez de chaude et celui-là qui était en bas ne remplissait pas assez. Donc ils prenaient leur galoche, que vous avez vu tout à l'heure dans le panier, et tapaient. Il y avait un code, ça voulait dire mets-moi un peu plus d'eau chaude. Alors vous y voyez ici
Les savons, c'était le savon de Marseille. Uniquement, ils utilisaient ça. Et même pour laver la despoille, la maman ou la mamie, quand elle lavait l'habit de travail, lavait avec le savon de Marseille, un des meilleurs savons naturels. C'est une machine qui faisait 40 tonnes de boulets à l'heure. Il y avait d'autres éléments que cela. Donc on ajoutait un peu de brai, qui est un peu un dérivé de pétrole, qui colle, avec le charbon en poussière et de l'eau chaude. Et on faisait, ça fait un peu comme quand on fait les boules pour les glaces, vous voyez. 40 tonnes à l'heure de boulets. Pendant les 3-8, c'était énorme. C'était des tonnes et des tonnes par jour. Là, vous avez la briquette de charbon Grand Combe avec la croix de marine qui servait pour les bateaux à vapeur de l'époque. Et quand vous voyez qu'il y a 2 grenades de chaque côté, c'était fait pour les locomotives à vapeur. Napoléon III avait voulu commercialiser ces briquettes pour rivaliser beaucoup le charbon anglais. Il y avait les trieuses qui enlevaient les pierres du charbon, mais aussi il y avait les chargeuses de briquettes. C'est-à-dire que de 22h à 6h le matin, elles chargeaient ces briquettes-là dans des wagons qui partaient dans toute l'Europe. Chaque briquette fait 10 kilos. Elles se passaient les briquettes toute la nuit. Et c'était en février ou janvier, elles étaient obligées de mettre une bâche sur leur tête, puisque le givre leur tombait sur la nuque et elles ne pouvaient plus bouger. Ici, vous avez une galerie en boisage. C'est-à-dire qu'une fois que les mineurs avaient creusé la galerie entre 20 et 30 mètres, il fallait boiser. Et celui-là s'appelle le boisage dit anglais, et non AIS, comme certains disent. Vous voyez, ce bois, c'est du pin noir d'Autriche, qui a été importé à l'époque parce qu'il n'était pas onéreux. Malheureusement, ils ont donné les graines ici aux paysans qui ont fait quelques fortunes, certains. Alors pourquoi ce pin noir d'Autriche? Parce qu'il est très long, il a l'avantage de vite pousser, et le problème, c'est, on appelle ça le bois qui chante. C'est-à-dire qu'au fond de la mine, quand il chantait, qu'il craquait, les anciens mineurs disaient « il faut partir les jeunes parce qu'il va y avoir un éboulement ». Ici, nous sommes dans une manufacture, l'atelier Raymond, qui était à Roche-Sadoul. C'était un atelier qui construisait les lampes de mine de l'époque. Le verre était du baccarat pour plus de sécurité, et c'est un atelier qui a été fondé en 1873. En 57, poste piqueur d'avancement qu'on appelait. Il y avait des risques à prendre, la poussière, le charbon, bien entendu, ça, à Silicose, il y avait beaucoup d'endroits qu'il faisait très chaud, quoi. Il faisait peut-être 30 degrés, je ne sais pas combien, mais 20. Vos journées, elles duraient à peu près combien d'heures? Avant, c'était 8 heures. Hein. Même des fois le samedi, ou même 8 heures, même des fois plus, parce que des fois on rentrait après pour les tirs qu'on appelait, on faisait tirer du jour, et après il fallait contrôler, voir les chantiers comme ils étaient, s'ils n'étaient pas éboulés, tout ce qui s'en suit, quoi. Oui, au début que je rentrais, il y a eu un éboulement, et on passait des passes dessous qu'on appelait, et on mettait du grillage, et on reprenait la couche par en dessus, par en dessus, par en dessus, et puis un endroit, ça faisait... Il y a des dangers de partout, hein. Bon, on ne s'en rendait pas compte, quoi. Hein. Bon, on était là comme dans la maison, pareil. Hein. On était sur des planches avec 2 soucouilles, on appelait ça des soucouilles, des rondines de bois, et on mettait 2 planches dessous. Et il y en a un gars qui est venu manger le parti, on peut dire, quoi. Il mange un morceau de parti, quoi. Et voilà, ça restait dans l'image, quoi, de la mine, quoi. Ici, on se trouve sur le carreau de la mine. Ça s'appelle un carreau. Parce qu'il y travaillait ceux qui travaillaient au jour, c'est-à-dire les électriciens, les graisseurs, les soudeurs, peu importe. Donc quand un mineur le mettait au jour, il touchait moins d'argent puisqu'il ne travaillait pas au fond. Alors on disait qu'il restava sur le carreau, ça veut dire que tu resteras sur le carreau. Ici nous sommes à la recette, c'est-à-dire c'est là où il y avait les 2 cages. On en voit une de ce côté sur la gauche et l'autre est devant la porte. La première cage que vous voyez ici servait à descendre le matériel. Il descendait à 9 mètres secondes. On ne mélangeait pas les hommes et le matériel. Et l'autre cage qui descendait les hommes, bien sûr, les mineurs de fond,
descendait à 12 mètres secondes. Ici, nous sommes à l'emplacement où il y avait les cages. Vous en voyez une d'ailleurs là, ici. Et sous ces tôles-là, il y avait le puits qui a été bouché, bien sûr, qui faisait 801 mètres. 1 mètre de plus pour la cage quand elle arrive au fond. Donc elle a été remblayée par des tonnes et des tonnes de rochers et une chape de béton de 45 mètres pour pas que le grisou remonte. On se trouve ici dans la salle des machines, unique en Europe. Vous y voyez le tambour bicylindro-conique, qui veut dire que quand la cage montait d'un côté, elle remontait de l'autre côté. Et vous voyez le personnage qui est là-bas? Le machiniste avait beaucoup de responsabilités. Il fallait qu'il fasse monter d'abord le matériel, mais aussi les hommes. Et il n'y a jamais eu d'accident. Nous sommes toujours dans la salle des machines, vous y voyez les moteurs, et notamment les bobines. Tout est en double en cas de panne, on ne laissait jamais les mineurs au fond de la mine. C'est une marque Citroën de 1935. Ici, vous avez un des premiers ordinateurs de l'époque, 1935, là où le machiniste regardait et savait où il descendait la cage, à 217 mètres, à 500 mètres, à 801 mètres. Et il savait aussi la remonter et l'arrêter au bon endroit. C'est vraiment du matériel extraordinaire de 1935. À travers les mots de Marc Laforêt, le Pays Grand Combien ne se raconte pas seulement, il se ressent, il se transmet. À travers ses souvenirs, ses engagements, ses silences habités, il nous rappelle que la mémoire n'est pas un musée figé, mais une source vive, un souffle qui circule entre les générations, entre les pierres et les voix. Merci Marc de nous avoir accueillis dans votre Grand Combe, de nous avoir fait partager votre passion de votre territoire, des Grands Combiens, mais aussi surtout de nous avoir fait découvrir le métier de mineur et tout cet environnement vraiment, on pourrait dire, hostile de l'époque. Merci encore.